Nous étions sur la Guinée-Bissau, on évoquait donc la présidentielle et la victoire de l'opposant Umaro Sissoko Embalo avec 53% des voix. Germain Pouli, la parole. Oui, je disais que Sissoko, le général, ancien Premier ministre, donc, doit faire avec la constitution de son pays. Et comme il a déjà décidé de se placer au mêlée, comme a été un des membres influents du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, donc parti d'opposition, en tout cas par rapport aux derniers résultats, il sera composé avec un Premier ministre issu de ce... Le problème aussi, c'est parce qu'il y avait eu des dissensions qu'il a quittées. Oui. Et là, il va conjuguer avec ce même parti, ça va être très difficile. Non, je ne pense pas. Je disais tout à l'heure, du moment où il y a une rupture dans cette tendance pour avoir le pouvoir. Et maintenant, ils savent que pour faire éruption, et puis le chef d'état-major de l'armée l'a dit, que l'armée va jamais rester à l'écart de la vie publique. Donc les hommes politiques ne sauraient plus trop compter sur l'armée pour s'y mixer et dérégler dans le fonctionnement. Maintenant, la situation de coalition, vous en parlez tout à l'heure, il y en a, ils ont carrément signé une coalition. Ça ne sera pas le cas en tout cas en Guinée là-bas, mais ils pourront, je pense, travailler. Puis le président a le constitutionnel là de changer de Premier ministre, quand bien même il est contraint donc de nommer ce Premier ministre dans la majorité parlementaire. Mais je pense qu'il y a cet accompagnement de la communauté internationale, il y a ce donc qui feront que les acteurs politiques vont devoir accepter de travailler ensemble pour le bien-être donc des Guinéens. Alors, je me rappelle, Alia Madjournou, au moment de l'élection, il y a 5 ans et demi, de José Marie, on disait que oui, la Guinée a réussi son scrutin, elle était sortie de l'ornière, mais on a vu que ça n'a pas donné les résultats escomptés. Est-ce que cette fois-ci, le même spectre ne sur le pays? Tout à fait, parce que vous savez, à l'époque, je pense que c'est le discours politique qui a un peu prévalu. Mais lorsque vous rentrez dans les faits, vous prenez vraiment le concret, vous constaterez que tout comme les élections dont vous parlez en 2015, tout comme celle-ci, on n'est pas quand même sorti de l'ornière. Parce que lorsque vous voyez d'abord, nous prenons un peu les tendances ou les résultats tels que donnés, vous n'avez pas tellement d'écart entre les deux. Ça voudrait dire qu'au sein de l'opinion même de ce pays-là, on verra que lorsque ce soit l'un ou l'autre camp appellera donc manifestation, vous verrez vraiment que le jeu est plus ou moins équilibré. Moi, je pense que c'est une période probatoire pour ce pays-là de pouvoir donc expérimenter un peu le vivre ensemble. Parce que n'oubliez pas qu'il y a la CEDEAO qui est toujours là comme garant de cette stabilité-là. Et cela a beaucoup joué. L'économie qui est toujours là, qui a pris un peu le devant. Mais on ne dit pas assez, qui a pris un peu le devant du commandement même de l'armée dans ce pays-là. Parce que, vous savez, les coulisses même de ces élections, lorsque les deux présidents étaient un peu arrivés au détour, je pense que l'économie se chargera dans un premier temps de diriger d'abord la sécurité des deux. Il y avait ces préalables-là qui étaient posés. Mais au-delà de tout, moi je pense que le candidat de la majorité, du plus grand parti politique, avait donc émis un peu, disons, il avait voulu prendre un peu de l'ascendance sur l'autre en disant que voilà, j'étais arrivé, lorsqu'on voit c'était comme le cas de la Guinée où on avait eu 19 voilà. Donc, mais aujourd'hui, je pense que ça redessine un peu le jeu politique, un peu que ce soit là-bas ou en Afrique. Parce que les coalitions, il ne faut pas quand même les... Ça voudrait dire que les coalitions et puis les dirigeants politiques, lorsqu'ils appellent donc à voter pour un candidat, il faut aussi tenir compte de cela pour que cela ne puisse pas tromper à l'avenir. Donc je pense que les analyses doivent tourner désormais par rapport à cette tendance-là assez prononcée qui s'est aussi dessinée sur le continent africain. Donc je pense que ça devait être inspiré d'autres partis politiques à pouvoir aller toujours dans ces coalitions-là pour donc gagner les élections. Alors quand on est, Jeff Le Prince, président du plus grand parti du pays, le PAIGC, on perd la présidentielle, ça veut dire que le PAIGC ne représente plus que les indépendants. Oh, est-ce qu'il met tout de suite aller à une élection, c'est une autre chose, parce que quand vous allez dans un pays où vous parlez d'un grand parti politique, les stratégies mises en place sont à l'actif de ce parti politique pour pouvoir gagner. Parce que quand vous
pas vos militants à s'inscrire sur les listes, à avoir leur carte électorale pour faire une bonne campagne. Je pense que vous pouvez avoir le plus grand parti, mais vous allez sortir perdant. Donc il est important de ne pas le seulement dans la bouche pour dire que nous sommes un grand parti, mais il faut y travailler pour démontrer que vous êtes véritablement un grand parti. La fois dernière, comme au Togo, il y a un responsable du parti, c'est vrai qu'on appelle le grand parti, mais le responsable a la conscience tranquille pour dire que c'est comme si la flamme s'éteint. Il faudrait que ce parti se réveille pour travailler. Et c'est ça. Quand on fait le diagnostic d'un parti politique, ça ne sert à rien de crier sous les toits que vous êtes un grand parti, mais il faut y travailler pour démontrer cela. Parce que au lendemain d'une élection, on gagne dans les urnes et non dans la bouche pour dire que nous sommes un grand parti politique. Mais quand vous criez pour le dire et que vous ne mobilisez pas vos militants, alors que celui qui se dit minoritaire fait son travail de terrain et mobilise les gens, vous serez surpris de voir tout à l'heure que vos militants vont rester à la maison au lieu d'aller vous accorder la voix dans les urnes. Donc il est très important que les politiques doivent avoir cette technique de dire, de ne pas seulement parler, de ne pas seulement bluffer les gens, mais il faut travailler techniquement pour démontrer sur le terrain, pour démontrer dans les urnes qu'on est véritablement un grand parti politique. Notre second sujet, c'est la Côte d'Ivoire. La condamnation à 20 ans de prison de Charles Blé Goudé, l'ex-chef des Jeunes Patriotes, a été condamné lundi par contumace à 20 ans de prison par la justice ivoirienne lors d'une audience surprise où ses avocats étaient absents. Monsieur même joint au téléphone par la AI, où il est en liberté conditionnelle après son acquittement par la CPI, qui a annoncé tard sa condamnation à 20 ans, 10 ans de prison de ses droits civiques, 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts à une partie civile. Il a été reconnu coupable par le tribunal criminel d'Abidjan de de meurtre, de blessures volontaires, de violences et voies de fait dans le cadre de la crise post-électorale de 2010-2011. Germain Pouli, le scénario auquel la justice ivoirienne habitue un peu l'opinion avec ces genres d'affaires, ça semble un peu rocambolesque parce que vous décidez d'envoyer quelqu'un au niveau de la CPI parce que vous estimez, peut-être à l'époque, n'avoir pas les moyens de juger. La CPI fait le travail et vous revenez à la charge, lui coller des accusations qui ressemblent un peu aux mêmes accusations. Je ne sais pas si ça existe en droit comme ça. Oui, ça existe. En réalité, les juridictions sont compétentes pour connaître de ces crimes. Sauf qu'ils ont préféré les crimes contre l'humanité et les envoyer à la CPI. La Gbagbo, elle était gardée en Côte d'Ivoire et devait être pratiquement pour le même fait avant qu'elle ne soit finalement libérée, donc pour apaiser qu'elle soit libérée par le président Ouattara. Donc on a voulu écarter des personnages clés donc, de cette crise ivoirienne-là, le président Gbagbo et Blé Goudé, donc dont on savait que les juger en Côte d'Ivoire, ça allait être plus compliqué. Plus compliqué, ça il faut le dire aussi, parce que c'était des patates chaudes dans les mains d'une justice ivoirienne qui ne pourrait pas être aujourd'hui, avec quelques années. On peut revenir sur les faits aussi facilement, mais à l'époque, c'était difficile. Donc voilà que la CPI finalement n'est pas allé dans les faits et a acquitté donc Gbagbo et Blé Goudé. Et maintenant, il faut revenir donc, pour pouvoir condamner l'un de ceux qui n'étaient pas encore condamnés, parce que Gbagbo, lui, là, a déjà été condamné pour d'autres faits relatifs à la BCAO. Donc, généralement, c'est des condamnations qui vous privent de vos droits civiques. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas politiquement aller à la conquête d'un quelconque électorat. Et donc, c'est la même chose au niveau de Blé et éventuellement de Guillaume Soro qui était de l'autre camp. Donc la justice ivoirienne utilisée aujourd'hui pour écarter tout ce qui pourrait éventuellement être candidat à l'élection cette année. Maintenant, est-ce que les faits qu'on les reproche existent ou pas? Bon, ça, il faut aller dans les détails pour le savoir, mais pourquoi c'est en ce moment? C'est bien évidemment parce que l'élection approche, il faut dédier des éventuels candidats, capacité à être candidat, et c'est ce qui est en train d'être
avec le mandat d'arrêt lancé contre Guillaume. Force sûre que lui aussi sera jugé par contumace, sera condamné et donc de ses droits civiques. Donc on va assister ou on est en train d'assister à une élimination de la plupart des protagonistes de la crise ivoirienne, à l'exception du président Ouattara. Et ici, Jeff le Prince, l'intention clairement affichée d'empêcher Charles Blé Goudé d'agir, de faire de la politique est claire. L'intention est claire. On n'a plus besoin de nous comprendre. Je viens d'un laboratoire pour comprendre ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai été scandalisé d'apprendre qu'on veut mettre les institutions de la République à son service. C'est ce que je suis en train de constater avec Ouattara en Côte d'Ivoire, qui met la justice à son service, alors que cette justice doit être au service de la population, du peuple. Malheureusement, c'est le contraire. Parce que ne pas joindre la parole à l'action, moi, ça me met mal à l'aise. C'est Ouattara qui a déclaré en Côte d'Ivoire que jamais il n'en verra plus un Ivoirien à la CPI. Grand surprise, la CPI, qui est une institution compétente pour lui, donc on a envoyé ses compatriotes, qu'en réalité, les démarches n'ont pas été les bonnes, a déclaré que jamais il ne va plus envoyer des Ivoiriens à la CPI. Si aujourd'hui, cette institution internationale a déjà rendu justice, on revient dans son pays pour ressusciter le même dossier. Je pense que c'est clair aujourd'hui. Il ne voulait pas avoir ses adversaires politiques pour la présidentielle qui s'annonce. Et là où vous voyez un peu le schéma qui se dessine, Guillaume qui va en Suisse, qui va visiter Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé qui est peut-être candidat, on ne sait pas où. Charles Blé Goudé qui va appuyer Guillaume à être candidat. Et il y a le camp de Gbagbo aussi qui est là. Donc c'est un triangle dessiné. Et donc Ouattara se trouve dans une situation très difficile aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais pouvoir éliminer ceux qui sont sur ma voie? Alors, d'autant plus que ce même monsieur, ce président qui déclare que si Gbagbo ne sera pas candidat, il ne sera pas... Il pose des conditions vraiment très difficiles, des conditions que moi je ne comprends pas. C'est très difficile parce que on veut replonger la Côte d'Ivoire dans une situation très difficile. La Côte d'Ivoire a traversé des moments très difficiles et aujourd'hui on se dit, Dieu merci, on sort de cette situation et il doit apaiser. Mais Germain l'a dit tout à l'heure avec la femme de Gbagbo. Pour apaiser, on dit, bon ok, gardons la femme en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on fait pour apaiser les gens? Maintenant, ses compatriotes sont partis là, on les a libérés ou on ne sait pas la déclaration qui a été prononcée, mais vous revenez maintenant dans votre pays. Est-ce que c'est pour nous dire que les institutions internationales ne sont pas à la hauteur de leur tâche? Moi, je me pose cette question. C'est comme si on quitte le Togo ou bien on quitte la Côte d'Ivoire pour appeler la CEDEAO ou bien la Cour de justice de la CEDEAO pour trancher une affaire où on dit non, vous n'avez pas fait votre travail, on ramène l'affaire au pays. Bon, je pense que les gens qui ont fait le droit identifier plus, mais vraiment quand vous voyez le schéma, c'est clair qu'on veut débarrasser des gens sur sa voie pour que ces élections soient à son avantage. Alors, est-ce qu'on est dans de la justice? Pas du tout, parce que vous savez, étant donné que ce sont des poids lourds un peu de la politique ivoirienne et à un moment où l'élection s'annonce déjà, je pense que tout est à redire sur cet aspect que montre un peu. Mais c'est une situation qui laisse tout le monde perplexe, mais personne n'était surpris, en fait. D'abord, vous savez, lorsque Guillaume Soro avait pris un peu de la distance par rapport à la politique de Ouattara, je pense que Ouattara l'avait déjà appelé à l'ordre en lui disant ce rapprochement entre lui et Bédié ne lui était pas favorable. Donc ça voudrait dire quelque part pour anticiper que tôt ou tard, il y aura quand même ces réminiscences de la part de Ouattara en essayant donc de lui coller des chemins. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'on voit à un moment où ces pays veulent aussi rentrer un peu, scruter un peu le camp Ouattara, que Ouattara essayer donc de sortir ça sur là. Donc c'est pour éliminer un peu les indésirables, pour montrer un peu la voie à suivre, parce que lorsque nous un peu les preuves pour le dire ainsi, mais je pense que l'accointance, je ne doute pas réellement de la compétence de juridiction de la CPI 7, mais un peu le rapprochement et tout ce
autour de la sentence qui a été donnée en ce qui concerne Gbagbo et Charles Blé Goudé. Je pense qu'il faut qu'on puisse un peu dire que c'est un procès un peu politique qui se dessine là-bas. Sauf que c'est vrai, aujourd'hui, Ouattara, après ces 10 années de gouvernance, il a posé des pas qui puissent lui permettre aujourd'hui de mieux sécuriser le pays. Et par rapport à cela, étant donné qu'il a eu aussi appuyé celle de Guillaume Soro, c'est en ce moment quand même qu'il est arrivé donc à sortir un peu les du pays. Et ceci est en contradiction avec ses propos qui n'amènera plus aucun Ivoirien à la CPI. C'est vrai que c'était une tendance en ce qui concerne les chefs d'État africains, mais au même moment, on ne veut pas amener quelqu'un à la CPI, mais on les éloigne du pays. Je ne vois pas la différence entre les deux aspects. Donc je pense qu'il faudrait, de toutes les façons, même si on est sûr de quoi que ce soit, c'est vrai qu'il y a la France aussi qui lui porte main forte, mais on ne sait jamais. Il faudrait quand même que le président Ouattara puisse prendre un peu, à ces allures-là, c'est inquiétant. À un moment où la sous-région, surtout l'UMOA, est un peu de faire des performances pour amener d'autres pays anglophones qu'on a toujours, nous a toujours chanté étant dans des pays développés, qu'on puisse retomber dans les mêmes escarcelles que ce que nous avions connu en 2011. Je ne pas bien la sous-région en général et pour la Côte d'Ivoire en particulier. Le verdict clair contre Blé Goudé, c'est 20 ans de prison, 10 ans de privation de droits civiques, 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts, et puis 10 ans d'interdiction de paraître sur le territoire, sauf sur son lieu de naissance. Alors, Germain, vous pensez que si la CPI avait condamné ces deux hommes, la Côte d'Ivoire les aurait rejugés? Non, pas du tout. Si la CPI les avait condamnés, la Côte d'Ivoire ne pourrait pas. C'est-à-dire que la CPI s'est retrouvée dans une situation inconfortable parce qu'elle n'avait que camps dans ces prisons. Et les camps, l'autre du côté de Ouattara, de Guillaume Soro essentiellement. Vous voyez un peu ces grandes puissances-là qui dirigent le monde depuis un temps. Quand vous écoutez RFI, quand on ne présente plus Guillaume Soro comme ancien président de l'Assemblée, mais l'ancien chef de guerre. Donc, on veut dire qu'il a fait la guerre. Et donc, ce n'est pas une bonne étiquette qu'on lui colle. Et vous avez vu aussi quand vous faites le parallèle, le lien avec ce qui s'est passé en RDC avant les élections. On a dû aussi libérer Jean-Pierre Bemba, qui est aussi un chef de guerre, qui a voulu aussi se positionner à l'élection. Je pense que ce qui va se passer, peut-être Ouattara va nous surprendre, parce qu'il a dit, et je pense qu'il a dit, il faut que la vieille classe s'en aille. Les jeunes venir, il va travailler avec Bédier pour que ça arrive. Et donc, je pense que c'est ce qu'il est en train d'organiser en utilisant la justice pour débarrasser de la Côte d'Ivoire de tous les acteurs de la crise. Maintenant, si lui-même n'est pas candidat, il aura réussi le coup. Mais s'il est candidat, là, ça va fausser le jeu parce que là, il se débarrasse des adversaires. Maintenant, s'il n'est pas candidat, je pense que pour la Côte d'Ivoire que tous ceux qui ont des problèmes dans ce pays-là ne compétissent pas. Si on utilise la justice, je crois aussi que tous les faits sont inventés de tous. Maintenant, si c'est le cas, je crois que les avocats, ces personnes-là pourront le dire, mais en même temps, il y a une guerre, il ne faut pas l'oublier, il y a eu des milliers de morts, et maintenant, ce sont ces chefs de guerre-là qui font la guerre dans les camps. Donc, c'est des gens qui ont quand même créé un préjudice au pays et qui sont malheureusement encore et qui peuvent revenir. C'est que les élections sont source de tension et si ces gens sont dans la course, on ne sait pas. Mais sera fait maintenant. Si Ouattara veut faire une bonne surprise à l'Afrique et à son pays surtout, c'est de ne pas être candidat après tout ce qu'il est en train d'organiser, parce que c'est clair qu'il veut éliminer des candidats. Et ce sont tous des acteurs de la crise ivoirienne. Maintenant, si demain, on voit que la présidentielle se fait avec des hommes plus ou moins nouveaux qui ne sont pas dans ce qui a été fait en Côte d'Ivoire depuis, et on pourra peut-être féliciter ce qui est en train de se faire. Mais si demain, on voit un Ouattara encore candidat à sa propre succession, parce que la Constitution
mais ça va être dommage parce qu'il n'aurait pas permis que l'élection soit équitable et que les gens qui le souhaitent comme lui-même compétissent. Oui. Oui, je ne suis pas totalement jamais, d'autant plus que Ouattara, il se reproche quoi? Il se reproche quoi pour empêcher Guillaume Soro, pour empêcher Charles Blé Goudé d'être président? Que s'il a envie d'écarter... Déjà, Gbagbo a déjà écarté la nation. S'il a envie d'écarter la vieille classe, ça c'est... Mais je suis d'accord avec vous quand tu disais tout à l'heure que si lui-même il n'est pas candidat, je pense que c'est une... Il n'est pas candidat, Bédi n'est pas candidat, et Gbagbo n'est pas candidat, mais Guillaume Soro et Charles Blé Goudé sont jeunes et il ne faut pas... Oui, il faut partir de la crise, mais ils se reprochent quoi pour empêcher cela? Parce qu'ils se disent, si Guillaume Soro est devenu président aujourd'hui, il va ressusciter des dossiers. Si Charles Blé Goudé est devenu président de la République et que je suis toujours vivant, il va ressusciter des dossiers. Parce que jusqu'à ce que les gars ne quittent la CPI, est-ce qu'ils ont montré des preuves? Des preuves. Et quand la CPI voulait attaquer l'autre camp, comme l'a dit Germain tout à l'heure, à partir de ce moment, on se taille la place pour dire, bon, comment on fait pour écarter les gens sur leur voie. Je dis, si Ouattara ne se reproche rien et qu'il ne veut pas être candidat pour la prochaine présidentielle, qu'il laisse d'autres Ivoiriens. Parce que Guillaume Soro, quelque part, a contribué à ce que la paix revienne. Même s'il a été, acteur de la crise. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Quelqu'un qui crée la guerre et demain il fait la paix. Non, il a contribué quelque part pour que cette... Il a contribué à la guerre aussi. Oui, il a contribué à la guerre. À un moment, il a enterré la hache de guerre. Mais pourquoi? C'est parce qu'il est au pouvoir. Mais alors, ceux qui ont gagné sont au pouvoir. Ouattara n'a rien fait de mal en Côte d'Ivoire? Oui, Ouattara, je suis d'accord. Oui. Il veut assurer sa sécurité. Il se reproche quoi? Donc il est sûr. Il se reproche quoi? Que ceux-là ne sont pas présidents. Tous ont quelque chose à se reprocher. On est d'accord? Oui. De Ouattara, Blé Goudé à Soro, tous ont quelque chose à se reprocher. Il devait plutôt travailler. Ce que je pense, ce que je disais, qui est clair, c'est que tous ces gens-là ont fait du mal à la Côte d'Ivoire. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Maintenant, si ce qu'il fait permet de se débarrasser de tous ces gens, y compris lui-même, pour moi, c'est une bonne chose. Mais si lui reste et se débarrasse des autres, c'est là où il va créer des problèmes. Mais que lui ne sanctionne pas les présumés candidats. Donnons la chance à tout le monde. Ce que vous dites, c'est rien. On a eu le cas Fillon. Vous parlez comme si c'est en Afrique. Fillon était bien pour battre Macron. Mais il a fallu qu'on invente une histoire d'emploi parlementaire. Tous les députés le font. Mais on l'a sorti de toutes pièces et puis on l'a coulé. Donc on est en politique, c'est des faits qui existent et la justice s'en sert au bon moment pour éliminer. Samir, moi ce que je pense que Ouattara est un peu en contradiction avec ce qu'il fait. Lorsque vous prenez toutes les crises de la Côte d'Ivoire, Ouattara a été toujours acteur de toutes les crises depuis la mort de Houphouët-Boigny. Et je ne vois pas en quoi c'est lui qui viendra donc siffler la fin de tout ce qui non, pas tout. Il y a eu des présidents avant lui, mais pas sifflé. Parce que lorsqu'on prend Laurent Gbagbo, c'est Laurent Gbagbo qui a permis à ce que Ouattara rentre au pays. Après que Didier l'a donc contraint à l'exil. Et il n'a pas donc empêché de pouvoir participer à la vie politique de son pays. Je ne vois pas en quoi. Je ne vois pas en quoi. Au Sénégal, c'est la même situation. Non, on est d'accord, mais c'est une analyse. On est d'accord, mais c'est la politique. Qu'on puisse laisser la population décider. Je pense qu'à un moment donné, parce que nous sortons d'un processus où il y a eu réconciliation, ceux qui l'ont suivi, donc on voit qu'on retourne carrément dans le même. Oui, mais en même temps, est-ce que je pense que cette erreur, Laurent Gbagbo, en laissant le scrutin se faire, s'il savait que ça allait déboucher comme ça, peut-être qu'il n'aurait pas organisé l'élection. Tout à fait. Mais ça voudrait dire que lorsque vous prenez les deux personnalités, vous prenez vraiment celui qui est démocrate par rapport à l'autre, parce que qu'on avait collé à Ouattara, c'était une étiquette qu'on l'avait gardée. Certainement, Ouattara ne deviendra jamais président en et voilà que c'est quand même des choses qui étaient donc avérées qu'Ouattara avait donc. Il y a quand même des doutes qui persistent au jour d'aujourd'hui si son ivoirianité, et ça c'est clair. Mais les gens ne l'ont pas empêché de pouvoir venir. En quoi lui va venir donc empêcher les autres de participer donc à la vie politique de ce pays-là? C'est pas ça, c'est un... Donc je pense que c'est vrai qu'une chose est de pouvoir donc mettre des barrières pour que ce qu'on a connu par le passé n'advienne plus. Mais l'autre chose, c'est quand même laisser les gens quand même jurer. En même temps, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction quand
Ouattara dit que le scrutin de 2020 se passera bien, qu'il n'y aura rien, mais qu'il met tout ceci en branle qui exacerbe la tension. Non, tu viens corroborer justement ce que nous disons. Ça, c'est des pistes, hein, c'est des pistes de tension déjà, parce que Guillaume a ses partisans, et Charles Blé Goudé a ses partisans, comme Gbagbo aussi. Donc, du coup, c'est une manière de encore les mots pour dire, ah, vous écartez nos candidats, mais ça fait mal. Donc, s'il voulait réellement que la présidentielle de 2020 se passe normalement, moi je dis toujours, il n'a qu'à donner la même chance à tous les Ivoiriens. Et que les Ivoiriens sanctionnent dans les urnes. Et qu'une fois pour de bon, qu'on ne revienne plus. Parce que la guerre en Côte d'Ivoire, il faut voir tout ce que cela a créé dans la sous-région. Nous ne voulons plus que la Côte d'Ivoire rentre encore dans ces situations. Parce que ce qui arrive, c'est très difficile. C'est très compliqué. Il faudrait que Ouattara la terre, qu'il donne la chance, une chance égale à tous les Ivoiriens. Même s'il ne veut pas être candidat, s'il veut être candidat, si la Constitution le lui permet, il n'a qu'à être candidat et donner la chance aux autres Ivoiriens aussi, Soro, Blé Goudé et les autres. Et maintenant, c'est au peuple de sanctionner dans les unes. Vous craignez pour 2020? Non, je n'ai pas trop d'inquiétude parce que je pense que il y a une opinion quand même qui est un peu fatiguée de voir la Côte d'Ivoire tourner essentiellement autour de 4 personnes. De Ouattara, de Guillaume Soro et de... Les gens sont fatigués de ça. C'est un fait. Maintenant, dans tous les pays, comme le disait Ouattara, il y a les jeunes qui arrivent au pouvoir. Il a donné l'exemple de l'Autriche, avec un ministre de 37-38 ans, Macron, tout ça. Il a donné ces exemples. Et les jeunes arrivent, le président qui est élu... 47 ans. Voilà. Donc, il faut renouveler la classe. On ne peut pas continuer. C'est vrai, Guillaume, mais très tôt, il a commencé la politique. Et puis, vous semblez oublier qu'il y a une guerre. Aujourd'hui, Ouattara est venu au pouvoir, pas forcément parce qu'il a gagné les élections. Ces élections n'ont jamais été claires. Quoiqu'elles aient été organisées sous la bannière de l'ONU, on ne sait pas gagné. Mais Gbagbo a été délogé par la force. Donc, c'est pas, la situation n'est pas claire. Maintenant, si ces acteurs-là, à mon avis, on les met de côté, parce qu'il n'y a pas que Gbagbo dans son parti, il y a les Afingessa et tout ça, il y a d'autres jeunes qui montent, il n'y a pas que Blé Goudé. Il n'appartient pas quand même. Non, oui, mais ce qu'on leur reproche, est-ce que ça existe ou pas? Malheureusement, non, personne ne sait. Mais voilà, c'est ça le problème.